Dans cette vidéo, on va regarder comment sont structurés les cercles, c'est-à-dire le qui fait quoi dans chaque cercle. On va retrouver des notions très proches de celles des rôles délégués qu'on trouve dans toutes les équipes, dans toutes les réunions. C'est un des standards de la conduite de réunion, c'est-à-dire qu'on a besoin que, pour que le cercle fonctionne bien, on a besoin d'un certain nombre d'outils fonctionnels. Alors, on va regarder ici ce qu'en dit l'holacratie notamment, et donc la sociocratie plus généralement, et on va comparer ça avec ce qu'on connaît déjà dans les organisations pyramidales. Donc, on va aborder des notions comme le rôle de leader, le rôle de représentant, et puis le facilitateur, le secrétaire, et puis également les rôles, la définition des autres rôles. Les cercles structurés permettent de définir comment on va organiser l'activité à l'intérieur d'un cercle avec des cercles structuraux qui permettent le fonctionnement par cercle. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un cercle? Imaginons pour ça une entreprise qui est ce rond-là. Il y a elle a une raison d'être, elle a des objectifs, elle a une constitution, etc. Et il y a différents rôles pour mener à bien l'activité. Donc, déjà, petit rappel, l'activité va être confiée à différentes personnes, classiquement. Ces personnes ont des rôles. Les rôles vont être définis à l'intérieur du cercle pour que l'ensemble de l'activité soit effectué. Maintenant, on peut supposer que, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, il y a des rôles qui sont plus importants que d'autres. Il y a des gros rôles qui grossissent et qui prennent de l'ampleur parce que ils ont besoin d'être structurés, parce que simplement, par exemple, c'est le cas d'une PME dans lequel il y aurait un atelier. À l'intérieur de l'atelier, il y a différents ouvriers, il y a différents techniciens, il y a différents chefs d'équipe, etc., qui ont tous des rôles différents et qui contribuent tous à l'activité de production. Voilà. Donc, on peut imaginer que ce soit très grand, puisque c'est l'activité principale de la structure. On peut avoir à côté un autre rôle important qui est le rôle commercial, ou un rôle SAV, ou un rôle recherche et développement, par exemple, et puis des rôles RH, des rôles de support, etc. Voilà. Donc, lorsque on s'aperçoit qu'un cercle prend de l'ampleur, lorsqu'on s'aperçoit qu'un rôle prend de l'ampleur dans une structure, et a fortiori, si ce rôle-là se divise en sous-rôles, c'est-à-dire tout n'est pas fait par la même personne et il y a différentes personnes pour faire la même chose, par exemple, à ce moment-là, ce rôle garde les caractéristiques d'un rôle, mais on appelle ça un cercle qui va se diviser en sous-cercles. Donc, en fait, on va se trouver dans ces organisations-là, avec un ensemble de cercles et de sous-cercles et comme un peu des poupées russes. À l'intérieur d'un cercle, il y a encore un cercle, et puis voilà, jusqu'à arriver à des rôles. À la fin, il y a toujours des rôles, et il faut comprendre que un cercle a la même définition et le même fonctionnement qu'un rôle. En fait, il y a toujours une raison d'être, il y a toujours un domaine ou des domaines de responsabilité, et il y a toujours des redevabilités. Voilà. Simplement, ça devient un travail d'équipe, ça devient une mini-structure en soi qui dépend ou qui est interdépendante avec les autres structures, les autres cercles de l'organisation. Donc voilà, une organisation par cercle, c'est ce genre de structure comme on voit là à l'écran, qui est une organisation dont l'activité est répartie en rôles et répartie en cercles, etc. Alors, petit rappel, les rôles ne sont pas des personnes. C'est-à-dire que là, on a, je ne sais pas combien, une vingtaine de rôles qui sont définis. Peut-être que dans la structure, on n'a que 4 ou 5 personnes pour faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'une personne peut avoir 2, 3 rôles ici, un rôle là, un là, et puis un par là, par exemple. Et puis voilà, certains ont des rôles peut-être uniques. Il y a des gens qui sont à plein temps sur un rôle et des gens qui ont 4, 5, 6 rôles en responsabilité. Voilà. Il y a tous les cas de figure, mais généralement,
on a effectivement beaucoup plus de rôles que de personnes. Voilà. Alors, pour que ça fonctionne, on va se retrouver avec un fonctionnement par cercle. Il va falloir que ces cercles fonctionnent entre eux. Il va falloir que quelqu'un les anime. Il va falloir que quelqu'un coordonne l'activité. Et ben, on va faire apparaître différents rôles structurels qui permettent de faire ça. Alors, c'est beaucoup d'un coup. On va commencer par les casquettes. Il y a des casquettes violettes et des casquettes bleues qui représentent des rôles spécifiques de représentation et de coordination des cercles. Donc, on va avoir un leader de cercle, la casquette violette, qui va avoir la charge de représenter, de porter la redevabilité de l'ensemble du rôle cercle, le cercle étant un rôle, je le rappelle. Il va porter l'ensemble. Et puis, il va y avoir un autre rôle, c'est le représentant de cercle, qui lui va s'occuper de gérer les tensions à l'intérieur de l'équipe. On va y revenir. On va rajouter des rôles de facilitateur et de secrétaire, parce que, comme on va le voir, dans chaque cercle, il y a besoin de quelqu'un qui va animer les réunions, qui va faire distribuer la parole, qui va tenir les processus de prise de décision, qui va gérer le processus, voilà. Et on a besoin d'un secrétaire qui va prendre des notes, gérer la documentation, tracer ce qui se dit et garder la mémoire de l'activité du cercle. Alors, on va regarder ça plus en détail. Mais vous voyez, déjà, on voit que en plus des rôles gris et des cercles qui sont la partie opérationnelle de la structure, on a besoin de rajouter des casquettes et des burettes d'huile et des ordinateurs dans les cercles pour les faire fonctionner. Ça fait des rôles supplémentaires qui sont des rôles structurels qui sont indispensables. Et là encore, ce sont les autres rôles qui, en plus, portent les rôles structurels. Bien souvent, c'est rare qu'on ait des gens qui soient uniquement facilitateurs, uniquement secrétaires, uniquement leaders même, ou représentants, parce qu'ils ont généralement d'autres rôles dans le cercle, voire d'autres rôles dans d'autres cercles de la structure. Voilà. Mais en tout cas, c'est des fonctions, c'est des rôles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de chaque cercle. Alors, tant que je suis sur cette diapo-là aussi, on voit que le grand cercle a un leader, un facilitateur, un secrétaire et un représentant. Le cercle-là a aussi son leader, son représentant, son facilitateur et son secrétaire. Ce cercle-là aussi a un leader, etc. Voilà. Ici, j'ai pas représenté les facilitateurs et les secrétaires, bon, parce que l'échelle était trop petite. Il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir. Une équipe de deux, voilà, c'est pas forcément très représentatif. Il n'y a pas forcément besoin de tout cet attirail pour simplement un binôme. Mais c'était l'idée de montrer qu'il y a des cercles plus ou moins gros, avec plus ou moins une personne dedans, et que dans tous les cas, chaque cercle a besoin d'un leader. Il y a quelqu'un qui, comme on avait à cette échelle-là, un cercle, c'est un rôle. Donc, un rôle, c'est quelqu'un qui porte la responsabilité d'un domaine et qui a des redevabilités. Simplement là, au lieu que ce soit une seule personne qui porte ça, le travail, il est fait à plusieurs. Et donc, celui qui porte la responsabilité a en charge de l'assumer de manière délégative, participative, en confiant une partie de l'activité à d'autres rôles pour des raisons évidentes de délégation, de fluidité, de charge de travail. Voilà. On peut pas, quand l'activité est importante, on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde en détail, quels sont les rôles de leader et de représentants, de facilitateurs et de secrétaires. Le leader. Alors, je précise, tout ça est défini non pas par c'est pas mon travail d'avoir défini ça, c'est la constitution de l'holacratie qui précise ça.
Donc, ça a été écrit, c'est issu des travaux qui sont faits depuis 10 ans par tous les organismes qui expérimentent l'holacratie et qui se sont coordonnés et qui ont défini une constitution qui présente les règles de fonctionnement conseillées pour une holacratie. C'est pas la marche à suivre pour tout le monde. C'est la base, c'est à partir de là qu'on va travailler, c'est les recommandations, mais ce ne sont surtout pas des règles à appliquer à la lettre, c'est à adapter pour chaque structure, ça c'est important de le rappeler. Alors, le rôle alors en sociocratie, on appelait ça un premier lien. L'holacratie, dans la version 5, appelle ça des leaders de cercle. L'idée, c'est de revenir sur une définition claire de quel est ce rôle-là qui représente le cercle et qui va porter la responsabilité du cercle. En fait, c'est un leader. On avait banni le terme parce que l'idée, c'était il n'y a plus de chef en holacratie, en organisation horizontale, c'est fini, c'est pyramidal, la notion de chef, etc. C'est pas vrai. Il y a besoin de quelqu'un et on va voir quel est son rôle. Donc, le leader, son rôle, c'est de porter la raison d'être du rôle en question et donc du cercle, ainsi que toutes les redevabilités dans la mesure où il ne les a pas encore confiées au sein d'un cercle à d'autres rôles ou processus. Je profite pour corriger ma petite coquille. Voilà. Les domaines de responsabilité du leader, c'est la gouvernance du cercle. C'est-à-dire que c'est lui qui a la charge de faire en sorte que le cercle fonctionne et c'est lui qui va déléguer, définir qui fait quoi à l'intérieur de son équipe. Donc, les redevabilités, c'est qu'il va affecter les rôles et suivre l'activité. Il va aussi définir les indicateurs de résultats et les suivre. Il va couvrir les rôles non affectés, c'est-à-dire que s'il y a des tâches qui ne sont pas affectées, que personne ne les fait, c'est à lui qu'il incombe de le faire. Il va établir les priorités et les stratégies. Donc, il va avoir un rôle de management de l'activité qui va être importante, comme un chef de service le fait dans une structure pyramidale. Et puis, il va louer les ressources et les rôles et par rapport au rôle et par rapport au projet. Voilà, les ressources étant les budgets, étant les moyens, étant le temps, etc. Donc, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est très, très proche du rôle d'un chef de service ou du rôle d'un directeur de département, par exemple. Simplement, le travail est un petit peu différent puisque il va se trouver à travailler avec des gens qui sont par définition responsables comme lui d'un domaine avec des redevabilités, avec une raison d'être. Donc, il va travailler avec des gens beaucoup plus autonomes et donc lui, il va pouvoir être beaucoup plus délégatif, beaucoup moins contrôlant, beaucoup plus facilitant que dans une structure traditionnelle où les rôles sont répartis différemment. Voilà. Donc, il y a un leader par cercle. C'est à lui que le cercle supérieur ou que le cercle, le grand cercle de l'entreprise va aussi assigner des objectifs ou des missions. Et c'est lui qui va devoir les assumer et qui va devoir les décliner après au sein de son équipe. Mais comme un directeur le fait, le codir décide des trucs et le directeur décline dans son département. Voilà. Simplement après, on l'a vu ou on le verra dans d'autres vidéos, la stratégie d'un cercle est définie au sein de ce cercle-là de manière coopérative, collégiale, et c'est pas seulement le leader qui va définir tout ça. Quand on dit que c'est redevabilité, c'est d'établir les priorités, on ne dit pas qu'il va le faire tout seul et qu'il va tout décider tout seul. Il peut, mais le fonctionnement est plutôt quelque chose de plus participatif que ça. Vous avez compris. Ensuite, le représentant de cercle, c'est quelqu'un qui va être un peu
l'autre côté du leader, c'est-à-dire la fonction de leadership dans les structures, en général, elle est double. Elle est, je porte la responsabilité qui vient d'en haut, qu'on nous a confiée, et puis je fais remonter les tensions. Là, enfin, je fais remonter les besoins de mon équipe. Là, on a séparé les choses parce que c'est souvent, on a fait le constat qu'effectivement, dans les structures traditionnelles, c'est lourd à porter et des fois, c'est le grand écart. C'est-à-dire que au CODIR, on me dit, enfin, je suis obligé d'accepter certains objectifs. Et puis quand je reviens sur le terrain, bah, je vois bien que mon équipe, elle va être en souffrance par rapport à ses objectifs, parfois parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, etc. C'est difficile. Et je vais me sentir un peu en porte-à-faux entre je suis là pour soutenir mon équipe et en même temps j'ai accepté des contraintes. Enfin, c'est difficile à tenir. Là, on sépare les deux, c'est-à-dire que la raison d'être du représentant de cercle, c'est de porter les tensions. La définition de la CRACI, c'est les tensions pertinentes à traiter dans un cercle plus large, ils sont apportées et traitées. Donc, ce représentant va apporter dans le cercle plus large les tensions qui sont dans l'équipe, c'est-à-dire voilà, on manque de moyens, on n'a pas le temps, ou les raisons d'être sont pas claires, les domaines sont mal répartis, on se marche sur les pieds, on n'a pas bien clarifié les frontières entre les cercles. Il y a des problèmes de définition de frontières, de définition d'objectifs, etc., de stratégie. Tout ça, ça va remonter, et c'est le représentant qui fait remonter ça au cercle supérieur. On verra dans le module sur la gestion des tensions que voilà, quand il y a des problématiques dans l'équipe, des tensions, donc parfois ça doit remonter au cercle supérieur parce que c'est une question de coordination entre les différents cercles. Par exemple, la tension classique de les commerciaux qui reprochent aux gens de l'atelier de livrer des produits qui sont pas tout à fait ceux qui sont commandés. Donc, il y a un écart entre la commande et la réalisation. Et du coup, les commerciaux réclament auprès de l'atelier un meilleur suivi, une meilleure attention, une meilleure qualité ou quelque chose comme ça. Donc ça doit se réguler entre les cercles et donc ça se régule à l'étage au-dessus. Les domaines de responsabilité du représentant du cercle, donc ce sont les tensions, et les redevabilités, c'est ce qui est marqué là, chercher à comprendre les tensions transmises par les leaders de rôle au sein du cercle, discerner les tensions qu'il est pertinent de traiter au sein d'un cercle plus large. Ça, c'est important, hein. La plupart des tensions se traitent dans le cercle. Si il n'y a que le cercle et ses membres qui sont concernés. Si ça concerne d'autres cercles, ben, on peut ponctuellement aller voir les copains du cercle d'à côté, discuter avec eux et s'arranger. Mais si c'est systémique, si ça touche aux stratégies, aux procédures, à l'organisation même, il y a besoin que ça remonte et qu'une décision soit prise dans le cercle supérieur. Et ça va être le travail du représentant d'aller porter ça. Et puis, c'est traiter les tensions au sein d'un cercle plus large afin de lever les contraintes qui pèsent sur le cercle. Je fais une pause. Alors, le rôle de représentant de cercle, c'est celui qui vient porter les tensions du cercle. Donc, sa raison d'être, c'est d'aller apporter au niveau supérieur les tensions du cercle qui doivent être traitées au niveau au-dessus. Donc voilà, quand on estime que on a une difficulté avec le travail qui est fait avec un autre cercle, par un autre cercle, et qu'il faut réguler ça, le rôle du représentant, c'est de faire remonter l'information et d'aller la porter dans le cercle et de la faire traiter par le cercle supérieur
pour que les différents cercles puissent se réajuster de manière à traiter cette tension-là. Voilà, donc ces redevabilités, c'est chercher à comprendre les tensions transmises par les leaders de rôle au sein du cercle. Donc là aussi, c'est qu'est-ce qui se joue quand des leaders de rôle, quand des gens qui portent un rôle dans le cercle ont des tensions, ben, il est à l'écoute. Donc c'est la fonction écoute du management. J'écoute ce qui se passe, je rassure, je montre de l'empathie, surtout je suis à l'écoute. Et puis, parmi toutes ces tensions-là, je fais la distinction entre les tensions qui doivent être traitées dans le cercle et celles qui doivent remonter. Et si c'est des tensions qui doivent remonter, à ce moment-là, je les prends en charge et je m'occupe de les faire remonter. Voilà, c'est ça le rôle du représentant de cercle. Le facilitateur, lui, c'est celui qui anime les réunions. Un cercle, pour pouvoir fonctionner, dès l'instant où il y a plusieurs personnes, plusieurs rôles à coordonner, il y a besoin d'un facilitateur pour animer les réunions. Donc, on fait des réunions de triage, des réunions de gouvernance, des réunions de stratégie, des réunions opérationnelles des fois. Il y a besoin d'un facilitateur qui est un membre de l'équipe, qui est quelqu'un qui a un autre rôle par ailleurs, mais qui a une compétence particulière sur l'animation des réunions. Donc, c'est lui qui va tenir le processus, c'est lui qui doit être formé et qui doit avoir le plus de recul pour gérer les discussions, pour éviter qu'on perde du temps, pour éviter qu'on soit hors sujet, pour éviter les réunions qui tournent en engueulade. Voilà, ça c'est la raison d'être du facilitateur, c'est très très précieux et c'est grâce à lui que les réunions sont efficaces et ne durent pas des heures. Là aussi, c'est pas une prérogative unique des organisations horizontales, mais ça a vraiment été mis au cœur du dispositif de ces organisations-là, alors que dans des organisations plus traditionnelles, on le trouve aussi, mais c'est pas forcément dans les gènes de toutes les entreprises. On voit encore bien souvent que c'est le patron qui gère la réunion et voilà. Donc c'est toujours le directeur qui dirige. Voilà. Maintenant, on voit dans d'autres structures, y compris pyramidales, que effectivement ce rôle peut être avec un grand bénéfice délégué à un des membres de l'équipe. Parfois, ça peut être tournant. C'est pas toujours le même qui facilite. C'est très bien. C'est parfait. Si tout le monde a la capacité à faciliter, c'est très bien. Après, il vaut mieux en avoir qu'un, que ce soit toujours le même et qu'il soit bon et efficace, plutôt que ça tourne sur le principe de faire tourner, mais que ce soit mal fait. Voilà. Donc, les redevabilités, vous avez lu, distribuer la parole, donner la cadence et le timing. Alors, il peut nommer un gardien du temps pour le seconder, c'est tout à fait précieux. Il est au service du groupe et des objectifs, il est vigilant à sa posture, il gère les tensions qui apparaissent dans les débats. Voilà, c'est un animateur, vraiment, c'est précieux. Le rôle de secrétaire, c'est de stabiliser les registres de cercle et le processus de tenue de ces registres. C'est-à-dire que quand les cercles se réunissent, que des décisions sont prises, que parfois les décisions amènent à des changements dans la structure, des changements dans l'organisation, eh bien, il faut que ce soit consigné. Il faut que ce soit écrit quelque part. Il faut que ce quelque part soit accessible à tous de manière claire. Donc, c'est pour ça qu'en général, le secrétaire gère un stockage partagé, un disque partagé sur le réseau interne. Parfois, on utilise des logiciels dédiés à ce genre de structure, comme Ola Spirit ou Glassfrog, qui sont des logiciels spécifiquement dédiés à la gestion de ces structures-là, et qui permettent effectivement de savoir qui détient quel rôle, quelles sont les prérogatives du rôle, quelles sont les tâches effectuées, etc. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'on décide de quelque chose, à chaque fois que quelqu'un dit oui, je m'engage à faire ça, et ben c'est noté, le secrétaire en prend note, et puis à la réunion suivante, il assurera le suivi, il ressortira les infos pour dire bon alors qu'est-ce qu'on avait noté la dernière fois, et ben il va pouvoir reprendre les trucs. C'est aussi lui qui organise les réunions.
qui convoque les gens, c'est lui qui saisit et publie les résultats, on l'a vu, et c'est lui qui interprète la gouvernance et la constitution sur demande. Parce qu'il y a des fois, justement, on se dit, ah mais comment on est censé faire? Mais attends, que prévoit la constitution? C'est quoi nos règles pour, voilà, quand on sait plus très bien c'est quoi les règles du jeu, eh ben c'est lui qui est le garant des règles du jeu. Voilà, exactement comme quand on joue au Monopoly, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dire ah ça c'est dans la règle, ça l'est pas, pour que ce soit clair. Ça aussi, c'est un point très précieux de ce type d'organisation, c'est qu'on joue avec des règles claires et tout le monde joue avec les mêmes règles. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse avoir un fonctionnement relativement autonome de chacun, avec des gens qui peuvent prendre des décisions de manière autonome, qui peuvent agir avec beaucoup de liberté dans le cadre de leur domaine de responsabilité et de leur redevabilité. C'est que les règles soient claires et qu'on sache jusqu'où je peux agir, jusqu'où je peux être autonome et libre de faire ce que je veux et à partir de quand je dois tenir compte des règles fixées par les autres, ou rendre compte, ou quelles sont les procédures de consultation des uns et des autres avant de prendre une décision, etc. Donc tout ça, ça doit être bien clair et le secrétaire d'un cercle a la responsabilité de gérer ça et de tenir l'information disponible pour tout le monde. Donc, ça doit être quelqu'un, le secrétaire, qui doit très bien connaître la Constitution et les règles de l'holacratie ou de la sociocratie ou de toute méthode qu'on aura déployée dans l'entreprise et qui doit être à jour. Voilà, c'est le garant, c'est le Conseil constitutionnel de l'entreprise et c'est fondamental pour le respect des droits de chacun, comme c'est le cas dans la République. Voilà, alors c'est ce qu'on pouvait dire dans les grandes lignes sur le sujet. Bien sûr, on n'a pas tout évoqué. Et puis, il y a des compléments dans les autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder la totalité des vidéos avant de vous poser trop de questions, puisqu'il y a beaucoup de réponses qui sont dans les autres vidéos également, puisque tout est lié. Voilà, c'est un sujet, c'est comme le sujet qu'on évoque, hein, c'est une hiérarchisation holistique, et c'est-à-dire que tout est en lien, tout est interdépendant. Voilà, et puis vous avez vu il y a les coordonnées du site. Voilà, à bientôt.